Alors, vous êtes très nombreux à vous être inscrits à cette visio, je vous en remercie. Du coup, c'est un format un peu particulier parce qu'on va avoir du mal à échanger avec vous tous et j'espère que tout le monde pourra bien se connecter aussi euh, en cours de route. Euh, du coup, ce qu'on a prévu, c'est un format un peu descendant d'abord, de vous dérouler une présentation de Village Vivant et puis on prendra quand même un petit temps d'échange par la suite où vous pourrez donc forcément pas tous poser vos questions ou présenter vos projets. L'idée, c'est qu'on puisse par la suite rééchanger si vous souhaitez prendre rendez-vous. Et voilà, je pense que l'information qu'on va vous donner va déjà permettre de répondre à un certain nombre de questions. Alors du coup, moi, c'est Thibaut Berlingen. Je suis chargé d'accompagnement des territoires au sein de l'équipe de Village Vivant. On est une équipe de 10 personnes. Je suis accompagné pour cette visio donc, de Florie qui vient de vous saluer. Florie Gaillard qui est chargée de communication chez Village Vivant. Et pourquoi cette visio, du coup deux objectifs, je pense, pour vous, pour nous, c'est à la fois vous présenter Village Vivant et ce qu'on fait pour pouvoir situer les différentes interventions qu'on pourrait avoir sur vos territoires. Voilà, comprendre qu'est-ce qui, chez Village Vivant, peut s'adresser aux petites villes de demain en particulier. Et puis, aussi vous présenter Village Vivant de manière plus générale, comme outil, comme approche aussi de ces thématiques de revitalisation de territoire, pour que ça puisse Tutti, beh, diciamo permettre de dei comprendre 40, 40, pour les nouveaux participants, si ouais, un peu d'histoire de ce truc-là. Je me dis qu'éventuellement, ça peut libérer une place aussi. Voilà, si on est... il y a des, Ça passe pas? Ouais, donc, des personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous demanderai juste d'éteindre votre micro pour pas qu'il y ait d'interférence. Oui, allô? faites-le-moi, la modification, et après, je vais voir. Ah, d'accord. D'accord. Merci. C'est n'importe quoi. Voilà. Hop, désolé, bon. Du coup, donc je disais, donc bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc un temps d'échange en visio à la fois pour vous présenter comment on intervient et ce qui peut vous concerner sur vos territoires Petites Villes de demain en particulier, et puis pour vous présenter ce qu'est Village Vivant en tant que foncière de proximité, foncière en territoires ruraux et foncière solidaire, et qu'est-ce qu'on entend par là. Parce que je crois que vous êtes aussi plusieurs à vous questionner sur les outils d'intervention sur l'immobilier et sur l'aide à l'installation de projets économiques en particulier, puisque c'est ce qui nous concerne à Village Vivant. Et pour pouvoir aussi voilà, vous donner cette inspiration et ces quelques outils, ces quelques approches qu'on emploie nous au quotidien en tant que foncière, ce qui pourra peut-être faire mûrir aussi vos réflexions. Donc je sais qu'on a ici certains territoires un peu plus loin de la Drôme où on est installé. Je salue notamment les chargés de projet de l'Hérault, puisque je sais que vous êtes nombreux à vous être inscrits, en lien avec la DDT, voilà, qui nous a sollicité chez vous il y a quelques semaines, quelques mois déjà. C'est le cas aussi d'autres DDT. Donc il y a ici à la fois des chargés d'accompagnement Petites Villes de demain, des élus, des membres des DDT ou des départements. J'espère que voilà, que ce discours commun va vous permettre de tous bien situer ce que fait Village Vivant et comment on le fait. Et donc forcément, pour ces territoires un peu plus lointains, la partie sur l'intervention, vous allez voir, on va expliquer aussi comment on peut intervenir aussi sur des territoires qui sont un peu moins proches de chez nous. Mais c'est aussi pour ça que je vais rentrer un peu plus dans les détails sur comment on fonctionne, pour que ça puisse aussi vous permettre dans tous les cas voilà, d'avoir des ressources et de l'inspiration sur la manière dont on aborde les projets. Donc, suite à cette introduction qui nous a permis d'accueillir les derniers en train de rejoindre la visio, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas, si en cours de visio, vous avez des difficultés de compréhension ou voilà, des questions, ou si ça coupe, à poser vos questions dans le chat. Donc, Florie va les récolter, me coupera si nécessaire. Et sinon, on va prendre un temps de questions-réponses plutôt en fin de réunion. Voilà, j'en ai pour une vingtaine, une trentaine de minutes de présentation dans un premier temps. Alors, avant de vous parler en détail de ce qu'est Village Vivant, quelques éléments de constat et d'historique sur pourquoi est-ce qu'on a créé cet outil de foncière rurale et solidaire. D'abord, un double constat, un double paradoxe un peu sur ces territoires ruraux sur lesquels on travaille.
C'est à la fois ce sentiment de dévitalisation assez fort et prononcé et notamment traduit aujourd'hui par un certain nombre de programmes qu'on dit de redynamisation, revitalisation, comme si c'était vraiment des territoires en déprise avec un symptôme parlant, c'est surtout celui des vitrines vacantes, des rideaux qui se baissent, des services publics parfois qui partent, et une image plutôt négative, péjorative de ces territoires et de leur vitalité économique. En parallèle, pourtant, nous, on observe, en particulier sur ces territoires ruraux, une innovation dans les formes d'activité économique, dans ce qu'on peut appeler économie sociale et solidaire. Alors, je vais revenir plusieurs fois sur ce terme qu'on emploie, nous, qu'on emploie parfois le moins possible, parce qu'il peut être porté à confusion. Mais je vous renverrai aussi à des ressources pour vraiment cerner ce qu'on identifie par économie sociale et solidaire, et notamment, et c'est la source du chiffre qu'on cite sur cette slide, le rapport Tresson de l'AVIS. Donc l'AVIS, c'est l'Agence pour l'économie sociale et solidaire en France. Vous trouverez beaucoup de ressources sur leur site internet. Et ce rapport Tresson se travaille depuis plusieurs années avec des partenariats européens sur la place de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux en particulier, et qui montre à quel point donc, elle est d'autant plus présente dans ces territoires, présente en temps de crise aussi comme une forme assez résiliente d'activité, qu'elle se diversifie, qu'elle peut aujourd'hui venir combler justement un manque de services et de commerce dans beaucoup de ces territoires. Et donc par là, c'est un peu les illustrations que vous avez sur cette slide. On entend à la fois des commerces qui sont tenus par des fournisseurs classiques. On a des commerces tenus par des associations, par des coopératives, donc des habitants ou des entrepreneurs du territoire qui, en collectif, réouvrent des activités commerciales. L'image que vous avez ici, c'est l'épicerie associative d'un petit village de la Drôme, Beaufort-sur-Gervanne, où il y avait moins de 1000 habitants et où l'épicerie, plusieurs fois reprise par des franchises casinos, Vival, etc., avait beaucoup de turnover et a fini par fermer ses portes. Hélas, de cet échec prononcé de l'épicerie, les habitants se sont rassemblés pour la réouvrir, choisir leurs produits, choisir les producteurs chez qui ils s'approvisionnent, diversifier justement à la fois avec de la première nécessité et du local, du bio, etc. Et finalement, aujourd'hui, ils emploient 5 ETP et ils ont un chiffre d'affaires qui défie vraiment toutes les prospectives que pouvait connaître l'ancienne épicerie qui était sur un modèle classique avec un gérant unique et qui s'épuisait en plus à la tâche. Donc, ça montre aussi comment ces modèles peuvent réouvrir des activités et les rendre viables sur le long terme, puisque cette épicerie associative a déjà plusieurs années derrière elle. On a aussi des formes de commerce itinérants de plus en plus. On a aussi des modèles d'activité de plus en plus hybrides, à l'image donc des tiers-lieux dont on va se reparler aussi. Donc des territoires qui pourraient être à la fois dépeints comme en déprise et pourtant force d'innovation et de nouveaux modèles d'activité. Autre élément de constat de paradoxe un peu à l'initiative de Village Vivant, c'est cette question de l'immobilier en zone rurale. Schématiquement, on se dit que alors que les métropoles, les centres urbains sont des territoires de tension immobilière, en se retrouvant sur les territoires ruraux, on va être au contraire confronté à de la vacance, donc de la disponibilité des marchés détendus. On a de nouveau l'image de ces rez-de-chaussée, ces immeubles vacants. On a donc ce cartoon aussi que j'aime beaucoup parce qu'il dépeint une certaine réalité. C'est cette tendance à avoir des centres anciens où tout est à vendre alors que des lotissements et zones d'activité se construisent en périphérie. Et pourtant, on est confronté, alors autant d'un point de vue d'habitat que d'activité économique, à la difficulté de trouver local ou logement à son pied, des marchés où finalement il y a peu de choses soit à vendre, soit à louer en fonction de ce qu'on recherche en état, et beaucoup de projets finalement, alors si on se reparle de l'économie, ce qui nous concerne, qui peinent à se développer faute de trouver justement local adapté, ou qui finissent par se développer dans les périphéries alors même qu'on cherche à réinstaller des activités dans les centres anciens, les cœurs de bourg, les cœurs de ville, et que toutes les politiques publiques s'alignent pour ça. Dernier élément, et là plus qu'un paradoxe, c'est plus une approche qu'on a nous de ces projets de revitalisation, puisqu'on travaille depuis plusieurs années beaucoup en compagnie de collectivités qui sont dans des programmes. Alors avant Petite Ville de demain, il y avait les programmes Centre-Bourg de l'État, il y avait les programmes Action Cœur de Ville, etc. Et c'est des programmes qui cherchent à adopter une vision assez transversale, transthématique de cette question de la revitalisation. Alors même si souvent le point de départ, c'est justement
beaucoup les commerces, les vitrines vacantes, et c'est ça qui aussi met la puce à l'oreille des habitants et des élus. On essaie de travailler sur tous les champs des politiques publiques, mais souvent, aussi au travers des études de revitalisation, on fait d'abord appel à des urbanistes, à des outils d'aménagement. La première chose que peut faire une collectivité, souvent, c'est aussi retravailler sur ses espaces publics. Et dans cet exemple, ici, on est à Saint-Agrève en Ardèche. Il y a eu un travail très bien fait sur, je dirais, sur l'horizontal, hein, sur l'extérieur. Mais sur ce qu'on voit sur ces images, c'est des images d'archi où finalement, ce qui va ramener de la vie sur ces espaces publics, c'est avant tout le fait qu'elles soient habitées, qu'elles soient fréquentées. C'est donc redonner de la vie derrière les vitrines aussi des commerces et des activités qui animent ces rez-de-chaussée. Et pourtant, cette commune l'a bien connue. Après avoir fait ces travaux de revitalisation assez coûteux sur les espaces publics, c'est pas ce qui a fait revenir forcément tout de suite des activités, et il y a toujours autant de vitrines qui sont vacantes. Donc après avoir effectué ce travail de revitalisation sur l'horizontal, il faut s'attaquer au vertical, aux immeubles, faire revenir des habitants, des investisseurs, des activités économiques. Et donc c'est aussi pour amener cette partie qui est souvent difficile à aborder de la part d'une collectivité, parce que finalement, ceux qui vont ramener des activités dans ces rez-de-chaussée, c'est des entrepreneurs, c'est des porteurs de projets, et donc c'est pas forcément dans les prérogatives d'une collectivité, ça va être d'autres outils qui vont permettre de travailler sur ces rez-de-chaussée, de compléter ces programmes de revitalisation. Donc voilà un peu les constats à l'origine de la création de Village Vivant, ce qui a motivé la création de cet outil. Mais alors qu'est-ce que c'est Village Vivant? Village Vivant, donc on est une foncière coopérative rurale et solidaire. En fait, on va être un outil à disposition de ces personnes, ces porteurs de projets, collectifs, entrepreneurs, associations, habitants qui veulent recréer une activité économique sur leur territoire, et qui vont pour cela faire appel à nous pour répondre à un blocage immobilier. Par blocage immobilier, on entend, ils n'ont pas trouvé de local à louer, ils ont trouvé un local qui serait par exemple à vendre, mais trop cher pour leurs moyens d'investissement, avec des travaux à réaliser. Ils ont fait face à des refus d'acteurs bancaires classiques ou à un manque de partenaires financiers pour démarrer leur projet. Ils souhaitent simplement finalement être accompagnés par une structure qui les sécurise sur l'aspect immobilier, sans avoir à se soucier en fait de gérer des travaux, etc., et pouvoir démarrer finalement clé en main. Et ce qu'on propose aussi aux porteurs de projets, c'est un loyer progressif, donc c'est pouvoir démarrer son activité dans de bonnes conditions. Ces porteurs de projets, donc, ils font partie de l'économie sociale et solidaire, ce que je mentionnais. Je vais vous en donner plusieurs exemples pour montrer que finalement, on s'adresse à tout type d'activité économique, voire non économique. Le mieux, c'est de vous présenter un exemple pour voir comment on intervient. Donc, on intervient vraiment spécifiquement sur cette question des murs, qui est un peu finalement à l'aval du parcours d'un porteur de projet, qui est le moment où on souhaite s'installer. L'exemple que je voulais vous présenter, c'est celui de Beaufort en Ardèche. Donc, on n'est pas dans un secteur petit ville de demain, on est plutôt dans un secteur vraiment rural. C'est un village d'environ 1000 habitants où il n'y avait plus qu'un seul commerce, et où donc un groupe d'entrepreneurs lyonnais, après avoir fait ses armes dans différentes activités de bar-restauration, plutôt en ville, plutôt à Lyon, tombe amoureux de cette ancienne auberge qui est vide depuis plus d'une dizaine d'années, qui était pourtant l'auberge emblématique du village. Hein. Ça rappellera, je pense, pas mal de cas connus. Donc, ils veulent rouvrir cette activité avec un modèle en pluriactivité. Mais les banques refusent de les accompagner. On est sur un gros projet d'investissement. Autant l'achat de l'auberge en lui-même n'est pas forcément si coûteux, mais on est sur un prévisionnel de plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux. Et donc, ils ne trouvent pas de partenaire pour les suivre dans ce projet assez ambitieux. Toute étude de chambre de commerce et d'industrie ou autre sur la viabilité économique de ce commerce sont plutôt défaitistes, et pourtant, donc, Village Vivant, on décide de les suivre dans ce projet. On a confiance dans ce projet. Pourquoi? Parce que donc, à la fois, ce qui nous intéresse, c'est ici justement la multi-activité. On est sur des entrepreneurs qui souhaitent à la fois réouvrir le service de proximité qui est l'épicerie, le restauration, mais on y ajoute un partenariat avec la Poste qui permet de rouvrir un point poste et qui va aussi compléter le modèle financier de l'activité, rajouter un service. On y amène un espace de coworking en étage pour faire venir des gens aussi sur d'autres formes
voilà, de ressources et avoir un public bien spécifique en séminaire d'entreprise ou pour du coworking ponctuel. Il y a un projet de gîte dans les étages pour compléter aussi un modèle économique touristique. Et on est sur une activité qui va très bien tourner en saison estivale avec une offre de restauration vraiment adaptée aux touristes et en même temps toute l'année avec voilà, de la petite restauration et qui va donc vraiment fonctionner aussi au local. On est vraiment donc sur un modèle économique complet. On est sur une structure qui en plus est en scope associée à un réseau qui s'appelle le Grenat, qui est une autre coopérative et qui donc va miser aussi sur ce réseau de partenaires à la fois pour l'approvisionnement, pour l'aide à l'investissement au démarrage. Et ici, donc la SCOP, donc, qui est une forme de coopérative et donc qui fait entrer pleinement cette activité économique dans l'économie sociale et solidaire. Elle nous intéresse pourquoi? Parce que c'est vraiment l'outil de l'entrepreneuriat collectif et c'est ce qui va permettre aussi une certaine pérennité de l'activité pour nous. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le taux de pérennité des activités commerciales en scope, il est supérieur aux entreprises classiques. Il est de l'ordre de 95% à 3 ans et 85% à 5 ans. Donc, c'est quasiment 2 fois plus que l'entrepreneuriat en commerce classique. Pourquoi? Parce que justement, la force du collectif, c'est de pouvoir renouveler les individus et pouvoir justement assurer cette multi-activité. Le statut de scope par essence permet de voilà, faire évoluer l'entreprise si des individus viennent à partir et d'autres à rejoindre l'aventure, sans mettre en péril le projet entrepreneurial. Et c'est ce qui est arrivé avec ce collectif d'ailleurs qui s'est déjà renouvelé dans le cours du projet, mais qui a maintenu son activité. Donc ces entrepreneurs, ils rentrent donc pleinement dans nos critères et on va donc répondre à ce blocage en rachetant pour eux l'auberge, en réalisant les travaux avec notre foncière et pendant ce temps, en leur proposant un loyer qui est progressif, hein, qui était de l'ordre de 150 €, donc quasiment rien pendant toute la phase de travaux et le démarrage de leur activité, pour atteindre son vrai niveau, qui est de l'ordre de 2 250 € pour vous donner aussi des ordres de grandeur, parce que ici, qui dit lourd investissement en termes d'immobilier, dit aussi un loyer assez élevé, mais pour lequel aujourd'hui, l'activité qui a ouvert depuis un an n'a absolument aucune difficulté à rentrer dans ses loyers parce qu'elle avait bien travaillé son prévisionnel économique et misé sur la diversité. Des activités comme celle-ci, on en a 9, bientôt 10 aujourd'hui au sein de Village Vivant, qui est une structure encore assez récente. On est né en 2017. 10 projets pour l'année à venir. Donc c'est aussi que les projets immobiliers mettent toujours beaucoup de temps à aboutir, hein, entre le premier contact avec les entrepreneurs, la signature d'un compromis, d'une vente, des travaux, etc. Le tout dernier projet pour lequel on a signé une acquisition, c'est l'image que vous voyez ici, un ancien hôtel-restaurant sur les hauts plateaux du Vercors, rouvert aussi par un collectif d'entrepreneurs en coopérative. Pour vous dire qu'on n'intervient pas que dans les centralités, les centres bourgs ou centres urbains en milieu rural, mais aussi sur des bâtiments qui, comme ça, même hors des bourgs, par leur emplacement, recréent aussi des zones de rayonnement, des zones de centralité. Ici, on est donc plutôt sur un projet d'ordre touristique. On est une équipe de 10 personnes chez Village Vivant aujourd'hui, basée dans la Drôme, avec des activités dans 4 départements, plutôt côté Rhône-Alpes, mais avec un recrutement à venir et une ouverture d'antenne cette année à Clermont-Ferrand, donc plutôt dédié au Massif central. Pour vous donner d'autres images d'activités qu'on a installées, de ce qu'on entend par économie sociale et solidaire et à quel point ça peut se traduire par différents champs d'activités et aussi différents types de structures. Donc sur ces bientôt 10 opérations qui représentent plus de 3 millions d'euros d'actifs et plus de 3000 m² d'activité, on a donc ces activités en scope, hein, donc qui sont de l'entrepreneuriat collectif, une auberge, je disais la reprise d'un hôtel-restaurant en auberge de jeunesse. On a aussi un projet de brasserie artisanale, où là on est donc vraiment sur l'idée aussi de relocaliser en zone rurale des activités de production artisanale, avec, et c'est toujours important pour nos activités, une dimension aussi d'accueil du public. C'est une brasserie qui va ouvrir une guinguette, un bar une fois par semaine. Et donc vraiment aussi voilà, rouvrir un lieu de vie dans le village où elle est installée. On a aussi des activités qui sont associatives, avec l'exemple de l'association qui travaille sur les mobilités à créer dans la Drôme Olib. Donc des locales de bureaux qui viennent
animé aussi des rez-de-chaussée qui étaient anciennement commerciaux, mais sur des linéaires un peu moins centraux. Donc, c'est aussi comment on vient diversifier les activités de rez-de-chaussée. Je pense que c'est un sujet qui vous parle pour combler des locaux qui ne seront plus du commerce par leur remplacement. En termes d'activités associatives, on installe aussi les locaux de l'Accorderie à Die, notre petite ville de demain dans la Drôme. L'accorderie, c'est de l'échange de services entre habitants. Donc, c'est un modèle purement non commercial. Il n'y a rien à vendre dans une accorderie si on vient échanger une heure de couture contre une heure d'aide sur des travaux ou de cours d'anglais. Enfin, on échange tout un tas de services. Mais l'accorderie, c'est un espace de vie sociale. Espace de vie sociale, c'est un label de la CAF, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vient compléter le maillage territorial des centres sociaux et qui vient donc financer en fonctionnement des activités qui participent donc d'espaces de vie sociale. Et donc, c'est un financement sur plusieurs années qui donne de la visibilité financière et qui leur permet de générer un emploi et de financer un loyer. Et donc, on est sur une activité que nous, on peut accompagner parce qu'elle vient payer un loyer avec un autre modèle économique qui est celui d'une activité commerciale classique, mais avec une visibilité financière. Donc, l'accorderie, voilà, c'est aussi un local de rez-de-chaussée qui va être non commercial, mais vraiment ramener de la vie en plein cœur donc, de cette petite ville de Die. On a aussi d'autres types de commerces, une librairie par exemple, ça c'est notre tout premier projet dans l'Ain, à Trévoux, une autre petite ville, où ici donc, on était sur un projet associatif qui s'est transformé en SIC. La SIC, je vais y revenir parce que c'est le statut de coopérative aussi de Village Vivant. L'intérêt, c'est de pouvoir associer des habitants, des partenaires entrepreneuriaux, des collectivités au sein de la coopérative. Il n'y a pas seulement les salariés eux-mêmes, comme dans une SCOP. Et beaucoup de commerces aujourd'hui font ce choix-là, beaucoup de librairies. Et c'est un peu le pendant de l'association pour une activité commerciale. Elle va rassembler un ensemble de bénéficiaires, mais dans un outil entrepreneurial qui est plus adapté à l'ouverture d'un commerce. Et donc, la Folle Aventure, c'est une librairie en SIC avec une libraire salariée et aussi des bénévoles autour de la gestion et de l'administration de ce commerce. Donc, ce que vous voyez aussi sur ces exemples, c'est que selon le territoire, on va aussi être plus ou moins vigilant sur dans nos choix d'accompagnement sur les activités sur lesquelles on va travailler. Il est clair que dans un village où c'est le dernier commerce qui est en jeu, on va être un peu moins regardant aussi sur la dimension ESS, sur le statut, etc. Alors que dans une petite ville qui a déjà en fait un fonds de commerce de proximité existant et une diversité du commerce de première nécessité, on va aller plutôt sur l'activité qui vient compléter par une activité inexistante, comme la librairie ici à Trévoux, par un modèle particulier et justement une activité qui, parce qu'elle est de nature associative ou coopérative, aurait du mal à émerger sans nous. On va être un peu plus regardant dans nos critères de sélection. Et pour citer deux derniers exemples qui complètent ce panel, donc en Lozère, dans les Cévennes, on a accompagné l'installation d'une recyclerie-ressourcerie. Ici, on est sur un projet associatif de nouveau qui a 10 ans. Donc, on n'est pas forcément sur des projets de création. Dans le cas de la ressourcerie Le Pétassou, on est sur un développement d'activité via un déménagement dans des nouveaux locaux. Et on accompagne aussi les projets de croissance d'activité. Et à Lucas-en-Diois, on est sur une activité d'épicerie associative, donc de nouveau un statut associatif, mais sur une activité commerciale. Ce qui est particulier sur cette opération, c'est qu'on intervient sur un immeuble entier avec des partenaires Solia qui vont, eux, aménager un logement. Donc, on n'est pas, ça répondra peut-être aussi à certaines de vos questions, on n'est pas contre justement l'intervention globale sur un immeuble. On n'est a priori pas opérateur de logement nous-mêmes, mais dans ces cas-là, on s'associe avec des bailleurs sociaux pour réaliser l'opération ensemble. Et vraiment, ici, c'était une nécessité, puisque dans ce village de la Drôme, Lucas-en-Diois, l'épicerie, le collectif s'était monté depuis plusieurs mois déjà, et vraiment, il était impossible de trouver un local commercial adapté. On est sur un territoire où il n'y a que des immeubles entiers qui sont à la vente. Et donc là, typiquement, le blocage rencontré, c'est d'avoir des partenaires, parce que quand on ouvre une épicerie associative, déjà les fonds d'investissement de démarrage sont limités, mais si en plus il faut financer un rachat d'immeubles et des travaux sur l'ensemble d'un immeuble, c'est même pas la peine d'y penser. Donc on est vraiment sur les blocages types auxquels la foncière Village Vivant peut venir répondre. Thibaut, je t'interromps 2 secondes. On a 2 questions. Une sur intervenez-vous sur d'autres territoires et une autre sur le cahier des charges sur les projets ESS qu'on soutient.
Je vais garder Je te ces laisse questions. regarder Voilà. ou je te les note pour y Ouais, répondre non, plus mais tard. vous verrez que je vais y répondre par la suite de la présentation. Mais merci de me tenir au courant au fil de l'eau. Donc je vais y venir. Je garde vos questions pour aller dans une petite dizaine de minutes. Vous parlez peut-être dans l'ordre aussi du coup, de la structuration de Village Vivant, qui vous intéressera peut-être aussi dans vos réflexions d'outils fonciers, d'outils immobiliers. Donc j'en ai dit un mot, on est nous-mêmes une société coopérative d'intérêt collectif. Une particularité de cette société, c'est d'être une coopérative qui rassemble non seulement les salariés, mais aussi des bénéficiaires et partenaires. Chez Village Vivant, aujourd'hui, on a 4 collèges de sociétaires. On a 36 sociétaires. C'est à la fois des habitants, donc des particuliers qui viennent nous prêter des fonds. C'est la particularité de ces foncières solidaires. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais on fonctionne sur le même modèle que des foncières comme Terre de Liens, que vous connaissez peut-être sur l'agriculture, ou Habitat et Humanisme sur l'habitat. Notre similitude, c'est qu'on va lever des fonds, puisqu'on a besoin de beaucoup de fonds pour investir dans l'immobilier, autant auprès d'investisseurs privés, institutionnels, bancaires, etc., que auprès de particuliers qui peuvent placer leur épargne dans Village Vivant. Et en tant que SIC, on peut intégrer ces habitants, ces citoyens au sein de notre sociétariat, au même titre que d'autres partenaires, comme les entreprises qu'on installe. Les aubergistes à Beauf, par exemple, sont invités à prendre des parts dans notre coopérative et à rentrer dans le processus de décision. Donc, c'est intéressant pour eux. Ils font partie finalement de leur structure propriétaire. Ils sont eux-mêmes propriétaires en partie de leurs locaux et des autres projets qu'on accompagne. Et ils rejoignent une communauté de porteurs de projets qui vont pouvoir aussi échanger des ressources entre eux. Des collectivités aussi chez qui on intervient peuvent prendre des parts dans la coopérative et donc de la même manière amener aussi un pouvoir de décision dans le devenir des locaux qu'on achète sur leur territoire. La SIC, c'est un bon outil, mais chez Village Vivant, on a décidé de faire compliqué en créant plusieurs outils juridiques. Pourquoi Parce que donc, on crée un outil dédié à l'activité de foncière. C'est la SCA, Société en commandite par action. C'est un outil capitalistique assez connu voilà, dans le milieu des fonds de dotation et des grandes holdings qu'on a réinventé à notre sauce. L'intérêt de la SCA, c'est de pouvoir isoler les investisseurs institutionnels. Donc les partenaires bancaires qui mettent plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros dans Village Vivant, le placent dans l'outil de foncière SCA. Donc ils ne sont pas mélangés aux investisseurs citoyens. Ils ont un outil qui est assez sain et facile pour eux pour investir, mais qui est simplement une coquille. Le principe des sociétés en commandite par action, c'est d'être commandité. Et donc, c'est une société qui n'a pas de gouvernance propre, elle est gouvernée par la coopérative. Euh, voilà, elle a un conseil de surveillance qui va permettre à ces investisseurs institutionnels de quand même avoir une vision sur les comptes et la santé financière de l'ensemble de Village Vivant. Mais c'est un outil juridique propre. Ça va nous permettre aussi d'opérer des flux financiers qui sont très importants dans le modèle de fonctionnement. Alors, je ne rentrerai pas dans tous les détails ici, mais dans le modèle de fonctionnement d'une foncière pour transformer des fonds d'investissement en fonds de fonctionnement et financer aussi le travail de notre équipe en ingénierie derrière nos projets. Dernier outil juridique, c'est les SCI. Pour chaque opération, pour chaque achat d'une boutique, d'un local Village Vivant, on crée une SCI. Donc une SCI, c'est forcément créé par 2 structures juridiques minimum, de personnes morales ou personnes physiques, ce qui tombe bien puisque nous-mêmes, on a 2 structures. Donc la SIC et la SCA vont à chaque fois être copropriétaires des SCI. Les SCI nous permettent de lever de l'emprunt bancaire en complément et d'avoir du coup un effet levier sur nos opérations. Et vont nous permettre aussi de moduler. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail de nos outils, mais c'est quelque chose de très important sur nos calculs économiques de rentabilité sur les opérations et la manière dont on va déterminer un loyer qui sera soutenable par notre entrepreneur. La SCI, elle va nous permettre de moduler combien d'emprunts on met, combien d'apports en compte courant des différentes structures on met, et à la fin, le coût de l'argent qu'on lève qui va être très déterminant aussi pour nos loyers in fine. Donc voilà, on mobilise différents outils juridiques, outils de structure administrative pour des enjeux autant de gouvernance que des enjeux économiques. J'oublie pas vos questions, mais je vais dérouler dans l'ordre pour que les choses soient claires.
vous parlez de notre processus d'instruction. Je crois que ça, c'était une des questions qui parlait des critères aussi de validation de nos projets. Comment fonctionne Village Vivant, et ça, c'est important pour vous en tant que structure, aussi, les personnes qui vont être en contact avec des porteurs de projets sur votre territoire, qui cherchent à s'installer. Donc vous pouvez à tout moment renvoyer des porteurs de projets vers Village Vivant, à partir du moment où vous considérez donc que leur activité, elle rentre dans ces critères que j'ai commencé à citer, qui sont l'entrepreneuriat collectif, le souhait d'être dans une logique de circuit court et d'économie locale, de multiplier les partenaires localement, de choisir un statut lié à l'économie sociale et solidaire. J'entreprends en coopérative, j'entreprends via une association, donc voilà, sur un projet de nature collective. J'entreprends dans un local vacant à rénover et qui va participer d'un projet de revitalisation, d'un projet important pour le territoire. Je suis simplement curieux et je ne suis pas sûr que mon projet rentre dans ces canaux-là, mais je veux quand même avoir des informations. Il n'y a pas de souci, nous on a un canal d'entrée qui est en fait une visio collective, un peu sur le format qu'on vous propose aujourd'hui. Chaque mois, chaque mardi, premier mardi, donc vous aurez les dates précises sur notre site internet, et je vous remets ici le lien d'inscription. N'hésitez vraiment pas à le diffuser auprès d'entrepreneurs qui se questionnent sur une installation sur vos territoires. Ce qu'on observe, c'est que souvent, ça les aide aussi dans leur parcours et leur compréhension, pour ouvrir aussi le champ de recherche et pas s'arrêter justement sur des locaux qu'ils voient à vendre et ils se disent bah, non, ce ne sera pas pour moi parce que je cherche à louer. Voilà, ils identifient qu'ils peuvent avoir des partenaires aussi au sein de leur parcours pour lever des blocages sur l'installation. Donc ça, c'est notre créneau d'entrée. Une fois que l'entrepreneur, ou ça peut être aussi le cas d'une collectivité, a mûri son projet via cette visio, il s'est rendu compte que ça pouvait correspondre à nos cas d'intervention. Il nous soumet une demande, donc en remplissant une fiche d'instruction sur le bâtiment en question, sur son projet. Donc c'est aussi quelque chose qu'on vous demandera si jamais vous souhaitez mobiliser notre structure pour un rachat d'immeuble de local chez vous. C'est voilà, de formaliser cette demande avec un certain nombre d'informations qui viennent préciser les choses. Ensuite, on vient instruire le dossier voilà, en confrontant le projet économique à l'immeuble, aux travaux à mener, etc., en visitant le local avec le porteur d'activité. On a un comité d'engagement donc de différents experts bénévoles qui vient valider notre intervention ou non. Et ensuite, voilà, on rentre dans la phase où on contractualise, on signe un compromis, on mène les travaux nécessaires et le projet s'installe. Donc, même en allant au plus vite dans toutes ces étapes, c'est des projets qui prennent à minima 8-12 mois. Donc dans le cas voilà, d'un projet déjà installé qui est en développement, ça va aller plus vite. Dans le cas d'un projet en création, souvent il y a quand même pas mal d'étapes de validation qui peuvent prendre du temps. Selon le niveau de travaux aussi, ça prend du temps. Il faut être conscient du temps long aussi sur l'immobilier. Ce que fait Village Vivant, donc deux dernières slides avant de rentrer dans une réponse aux questions. Au-delà de cette activité de foncière qui est avant tout dédiée à des porteurs de projets qui nous soumettent donc leur projet dans le cadre d'un blocage sur le développement de leur activité ou la création de leur activité. On propose à des collectivités de les accompagner, donc des petites îles de demain par exemple, ou des collectivités en milieu rural, sur ces thématiques d'installation, d'immobilier vacant, d'entrepreneuriat collectif et d'entrepreneuriat social. Donc nos missions sur ces thématiques-là sont assez diverses et assez adaptées à la demande. Globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on a deux cadres d'intervention principaux. C'est une collectivité qui a un projet sur un immeuble stratégique de multi-activités, un projet de tiers-lieu, un projet voilà, où elle est encore dans une réflexion sur la programmation et surtout sur les questions de montage. Et pour lequel elle nous sollicite pour justement étudier qu'est-ce qui pourra naître dans ce bâtiment-là. Donc on peut participer aussi d'une étude de programmation, de travailler avec les acteurs locaux pour recenser des besoins en installation, recenser des dynamiques d'entrepreneuriat. Et ensuite, vraiment sur cette question de comment est-ce qu'on porte l'opération. Est-ce que c'est la collectivité de porter l'opération? Est-ce qu'il y a une structure qui est créée? Quel modèle on choisit? Donc au sein du panel de structures qu'on a créé nous chez Village Vivant ou d'autres types de structures, pour répondre à des enjeux qui vont être la levée de fonds pour financer l'opération, la gouvernance du projet, l'implication des différents usagers, la cohabitation entre différents usagers. Donc c'est vraiment des choses qu'on manipule quotidiennement chez nous. Donc
soit un projet concernant un bâtiment en particulier, soit plutôt la réflexion d'ensemble sur le projet de revitalisation, sur où j'en suis en tant que collectivité sur les locaux vacants et les besoins d'installation, et quel outil je peux créer. Donc on accompagne la réflexion sur le montage de foncières locales à partir souvent de cas opérationnels concrets, c'est-à-dire que on va étudier l'acquisition, la réhabilitation d'un local potentiellement par la foncière Village Vivant, pour du coup un projet rentrant dans nos critères, comme test de la création d'un outil par la collectivité elle-même ou la collectivité et ses partenaires qui pourra permettre de décupler l'opération par la suite et de pouvoir peut-être répondre aussi à d'autres natures de projets, des projets commerciaux classiques par exemple qui ne rentreraient pas dans le cadre de Village Vivant ou des projets non économiques, etc. Donc je vais en présenter un exemple juste après aussi. On peut intervenir aussi en sensibilisation. Donc, les deux types d'interventions que j'ai cités sont de toute manière vouées aussi à servir d'illustration auprès des élus, des partenaires sur justement les enjeux de l'immobilier et les enjeux de l'installation pour des projets économiques et notamment d'économie sociale. Mais on peut organiser des temps vraiment dédiés à ça, que ce soit des visites de projets ou des retours d'expérience pour aussi participer d'une réflexion au niveau local sur ces enjeux. Et donc ça fait le pont avec notre offre de formation que je vous présente brièvement, mais est-ce que c'est un autre canal sur lequel vous pouvez être intéressé aussi. Là, c'est un catalogue spécifique avec des sessions qui sont déjà programmées sur le premier semestre 2022. Il y en aura d'autres par la suite sur la question des opérations immobilières et des modèles économiques en économie sociale et solidaire. Et donc sur la première session de formation qui était là il y a 10 jours, on avait justement 2 chargés de mission Petite Ville de demain inscrits qui ont plutôt favorablement répondu à notre petite enquête de satisfaction à la suite et l'échange était très intéressant pour eux. Alors ce qu'il en ressort, c'est de côtoyer dans ce temps de formation le monde de l'économie aussi pour des chargés de mission qui sont plutôt du monde de l'aménagement et qui sont du coup plutôt plurithématique, mais de rentrer aussi dans la réflexion de comment on monte un projet économique, comment on monte une opération immobilière avec des outils plutôt d'entrepreneuriat. Et puis d'être sensibilisé aussi à la diversité aujourd'hui de ces activités un peu innovantes en milieu rural. Et c'est des personnes qui sont ressorties de la formation avec l'envie aussi de même former leurs élus, former leur entourage sur l'inspiration que peut apporter des projets sur d'autres territoires, puisqu'on mobilise beaucoup d'exemples sur ces formations. N'hésitez pas aussi, si jamais d'avenir ce format vous intéresse, on peut proposer d'organiser une formation dédiée sur votre territoire avec justement des temps aussi de visite ou d'échange avec des projets plus locaux. Donc voilà en synthèse ce que propose Village Vivant, l'activité de foncière, donc qui se résume par l'achat, la réhabilitation de locaux, mais aussi par un outil d'investissement pour des citoyens ou des entreprises ou des collectivités qui veulent rejoindre la coopérative, l'offre d'accompagnement et l'offre de formation. Maintenant, du coup, je vais prendre vos questions. Il y en avait déjà 2, donc je vais peut-être y répondre en premier lieu. Et puis j'avais en fait anticipé sur les questions qu'on nous pose régulièrement par la suite, donc une petite FAQ. Mais puisque la première question était, je crois, jusqu'où on peut intervenir et peut-on intervenir à distance? Je vais y répondre tout de suite. Donc, comme je le disais, Village Vivant a aujourd'hui une équipe salariée basée à Cré dans la Drôme et avec la volonté de travailler en proximité, donc plutôt à 2-3 heures maximum de rayonnement. C'est pour ça qu'on est allé intervenir jusque dans les Cévennes en Lozère, donc y compris en dehors de notre région administrative. Ce rayonnement, il va s'étendre puisqu'on a une équipe qui se crée en 2022 à Clermont-Ferrand, donc avec la possibilité de rayonner plutôt sur le Massif central. Ça laisse des territoires plus lointains. Notre souhait, c'est aussi de pouvoir y répondre. Simplement, ça peut être plus complexe pour nous et prendre plus de temps de venir instruire un projet et réaliser une acquisition pour un entrepreneur alors qu'on est à plus de distance, parce que forcément, ça va nous demander de connaître le territoire, de visiter le bien, de éventuellement faire un suivi de chantier. Et ça, à distance, ça peut être plus compliqué. Néanmoins, on ne ferme pas la porte à ce type d'intervention sur un projet
qui rentrent vraiment dans nos critères, sur lequel il y a vraiment un intérêt à intervenir, on peut aussi être en partenariat avec vous. C'est-à-dire que si on est à distance, vous êtes dans l'Hérault par exemple, ben, on va vous demander peut-être aussi d'intervenir davantage en instruction du projet, de visiter vous-même, de nous fournir plus d'informations aussi sur le projet pour qu'on puisse déjà travailler en amont à distance avant d'organiser un déplacement. Donc ça, c'est sur l'instruction de projet par notre foncière, sur lequel, je ne l'ai pas reprécisé tout à l'heure, mais en fait, on est un outil, donc ce n'est pas un modèle de prestation, alors que nos activités d'accompagnement et de formation, c'est de la prestation payante, du coup, pour la collectivité ou les bénéficiaires. Je ne l'ai pas reprécisé, mais peut-être que ça allait de soi. Sur un modèle d'accompagnement, on peut aussi, et c'est ce qu'on avait fait justement en Sud-Lozère, imaginer un format spécifique pour des territoires qui sont plus lointains, où on organise une résidence de travail. On va se déplacer 2-3 jours, à la fois pour visiter des projets, accompagner des projets que vous avez identifiés qui ont un sujet d'installation. Donc ça va être une sorte d'étude amont à notre intervention en tant que foncière, possiblement par la suite, et organiser des temps de sensibilisation auprès des élus. Donc c'est ce qu'on avait proposé ici au PETR, donc au pays du Sud-Lozère, par une mission qu'ils ont totalement financée par le leader, les fonds européens, et où le principe, c'était à la fois donc d'accompagner un projet de tiers-lieu dans le centre de Florac et le projet de ressourcerie que je mentionnais tout à l'heure dans un village de la Corniche des Cévennes. Donc de passer du temps avec ces projets pour identifier quelles étaient leurs problématiques d'installation, si l'outil foncière village vivant était la bonne réponse, si on pouvait les accompagner autrement, à se débrouiller seuls par exemple pour lever des fonds et investir, et d'utiliser ces deux exemples d'accompagnement de porteurs de projets économie sociale et solidaire comme illustration auprès donc, des élus et techniciens du territoire, dans le cadre un peu de la mission d'animation territoriale du PETR, sur quels sont les motifs, les leviers de blocage ou d'aide à l'installation de porteurs de projets dans les Cévennes, et en quoi ces nouveaux types de porteurs de projets, pas si nouveaux que ça, puisque là on est une association qui a 10 ans, mais nouvellement pris en compte peut-être aussi par les élus et dans les réflexions territoriales, en quoi ils contribuent au développement économique local et en quoi il y a des solutions adaptées qui peuvent leur être proposées. Et donc vraiment, voilà, se baser sur cet accompagnement de projets pour aussi prendre du recul et pouvoir tirer des conclusions, tirer des retours d'expérience pour alimenter les réflexions territoriales. Donc ça, c'est un format d'accompagnement que je cite parce que je sais qu'il peut aussi vous intéresser et pour nous, il est peut-être plus facilement mobilisable à distance, voilà, dans un cahier des charges et un planning qui reste à voir avec vous, mais parce qu'on se déplace ponctuellement et on n'est pas sur un accompagnement au long cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Florie, qui ont été posées sur le chat en cours de présentation peut-être? Oui, il y a d'autres questions. Alors, on en avait une. Pourriez-vous me dire si vous seriez à même d'intervenir sur la création d'un atelier d'artistes, par exemple, en Auvergne? Si oui, preneuse pour un modèle cahier des charges. Alors, je les prends dans l'ordre. Ouais, merci. Et puis si les personnes veulent à un moment donné ouvrir leur micro aussi pour préciser les choses, n'hésitez pas. Hein, on est normalement plus contributif dans nos visios, mais le nombre de participants fait que on vous laisse un peu moins la parole. Un atelier d'artiste, pourquoi pas? En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans nos champs d'intervention, on ne se limite pas à un secteur économique donné. Et on n'a pas d'a priori, c'est-à-dire qu'on préfère, et c'est l'enjeu aussi de nos visios auprès des porteurs de projets, c'est d'accueillir un éventail très large de projets pour se rencontrer et ensuite sélectionner ceux sur lesquels on va intervenir. Donc, a priori, on est ouvert à vraiment un éventail très large d'activités. Pourquoi atelier d'artistes, ça peut rentrer dans nos critères? Parce que si on est sur un projet qui est collectif, parce que ça concerne plusieurs artistes qui vont mutualiser un local, mutualiser un outil de travail, ça nous intéresse dans le cadre de l'entrepreneuriat collectif. Si leur projet il est dans un cadre associatif ou coopératif,
ça rentre dans les statuts de l'économie sociale et solidaire. Si le lieu qu'ils ouvrent, il est ouvert sur l'extérieur, qu'ils organisent des ateliers, des portes ouvertes, voilà, qu'on n'est pas que sur un lieu refermé sur lui-même de production d'ateliers, par exemple, ça va nous intéresser. Donc, c'est des choses aussi qu'on va venir décortiquer dans l'instruction du projet pour savoir s'ils rentrent dans nos critères. La culture, l'art sont un des champs de l'ESS en milieu rural qui sont très bien documentés par le travail de l'AVIS, que je cite de nouveau, et je vous renvoie aussi vers ce très bon guide qui est téléchargeable sur leur site et qui fait le panorama justement de tout ce qu'on entend par économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux. Et de nouveau, on a vraiment des types d'activités très, très, très différents. Et j'en profite pour répondre à une question qu'on nous pose souvent, qui est pourquoi justement ces projets-là et pas voilà, le boucher qui veut reprendre une activité ou le boulanger. En fait, pour nous, c'est à la fois un enjeu parce qu'on est foncière solidaire, donc on lève des fonds spécifiques dédiés à l'ESS. Donc on a un peu cet engagement aussi à sélectionner nos projets en fonction de leur impact social et de leur statut ESS. C'est une prérogative aussi spécifique de la foncière Village Vivant, et c'est aussi pour ça qu'on peut accompagner la création d'outils sur vos territoires qui sont peut-être plus larges en termes d'intervention. Mais c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, une croyance dans laquelle ces projets sont plus viables et répondent vraiment à des besoins et des enjeux sur le territoire. Je donnais cette petite stat qui montre la pérennité des projets en coopérative par rapport aux projets économiques classiques. Et pour nous, c'est un enjeu. En fait, quand on entreprend en scope, quand on entreprend en collectif, on n'a pas a priori de plus-value individuelle à la fin. On ne peut pas revendre son activité et se faire une culbute financière à la fin. Or, nous, on lève des fonds, y compris auprès de citoyens, pour racheter des lieux qui vont être loués à ces entreprises, à ces projets, qui vont donc potentiellement prendre de la valeur ensuite. Et il est important pour nous que par leur statut entrepreneurial, les projets ne puissent pas tirer une trop grande plus-value financière à l'issue, alors que pourtant les fonds qu'on lève, notamment donc auprès de ces citoyens, ils sont contraints, ils sont peu rentables. On est sur des niveaux de rentabilité de l'ordre de 1,5%. Et donc ça voudrait dire que voilà, tous nos investisseurs font des efforts sur leur rentabilité et qu'à la fin, le projet entrepreneurial, il pourrait lui tirer parti seul de notre intervention. Donc c'est aussi pour ça qu'on installe spécifiquement des projets de nature et de statut associatif ou coopératif. Pour nous, c'est aussi la dimension partenariale, c'est-à-dire qu'un boucher ou un boulanger, ça pourrait nous intéresser, on n'est pas du tout fermé à ça, mais on l'encouragerait par exemple à s'associer à la SCOP GRAP. GRAP, c'est le groupement régional de l'alimentation de proximité en région Rhône-Alpes. Il y a l'équivalent, la CAP en Auvergne, coopérative auvergnate pour l'alimentation de proximité. Et là, c'est un groupement de boulangers, d'épiciers, de restaurateurs qui travaillent en circuit court et qui sont solidaires au sein de cette coopérative pour mutualiser des approvisionnements, mutualiser des outils de caisse, mutualiser des formations, des outils de comptabilité. Ils sont dans une démarche coopérative, même en entreprenant chacun localement. Donc, si aujourd'hui, si on propose un projet voilà, qui est la reprise d'une boulangerie, on ne dira pas forcément non, mais par exemple, on leur proposera d'entreprendre au sein de cette coopérative de producteurs. Tu avais d'autres questions Oui, il y a d'autres questions. Alors, je les prends dans l'ordre. Est-ce que vous pouvez repérer des porteurs de projets qui répondent aux objectifs de revitalisation de la commune? Alors, c'est aussi une question de ma petite FAQ qu'on nous demande souvent. Est-ce que Village Vivant cherche des porteurs de projets? La réponse est plutôt non, puisque ce qu'on vous a montré, c'est qu'on a un outil dédié à des porteurs de projets, donc qui, a priori, ont déjà identifié où ils veulent s'installer, ils ont déjà mûri leur projet. Donc, voilà, nous, on intervient plutôt plus tard, une fois que le porteur de projet est identifié. Maintenant, c'est l'occasion de vous parler de deux projets qu'on a faits. À Villeneuve-de-Berre, en Ardèche, petite ville de demain. C'est la collectivité qui nous a soumis un local commercial en nous disant voilà, ici, c'est un local stratégique qui est à vendre. Ça fait plusieurs années et personne n'en veut puisque les porteurs de projets qu'on rencontre, ils veulent louer ou éventuellement il y a des investisseurs, mais sur des immeubles de logement, etc. Ce local-là, il est petit, il faut faire des travaux.
il est vraiment bloqué. Est-ce que vous pourriez le racheter pour débloquer la situation? A priori, sans porteur de projet. Donc, à la marge, sur notre intervention en tant que foncière, c'est des cas qui peuvent nous intéresser. On ne fera pas que ça, mais si ça vient justement répondre à un projet de revitalisation et que c'est lever un blocage vraiment pertinent, et rechercher avec la collectivité quelle activité va s'installer, on est ouvert, mais vraiment dans un travail de partenariat. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher seul un porteur de projet. Ici, la collectivité s'est mobilisée, le chargé de mission et les élus, pour bien identifier le local, réaliser des devis, nous remplir une fiche d'instruction. Je vous retransmettrai les fiches d'instruction puisque vous demandiez des documents, je crois, à la suite de cette visio, de cahier des charges, qui vous permettent de vraiment savoir à quoi il faut répondre pour pouvoir nous proposer un local. Ils ont aussi eux-mêmes fait appel à des porteurs de projets. Nous, on a utilisé nos réseaux aussi pour relayer. Donc, on peut accompagner cette recherche de porteurs de projets, mais on ne le fait pas seul. Et on est en accord sur la nature de porteurs qu'on recherche. Donc là, il était entendu avec la commune qui fait que ce soit un projet soit de nature collective, soit de nature économie sociale et solidaire, mais qu'on retrouve aussi notre champ d'intervention. Et c'était leur souhait aussi pour diversifier les commerces existants. Donc on s'oriente là avec la commune sur un atelier justement avec plusieurs artisans d'art, parce que c'est aussi une problématique identifiée sur le territoire que d'aider ces artisans en création à s'installer sur des projets mutualisés. Donc là, c'est voilà, un exemple à la demande de la collectivité. L'image que vous avez à droite, c'est une ancienne école publique dans une petite ville de 2000 habitants dans la Drôme, où c'est de la même manière, on nous a demandé de mener une étude pour ouvrir un projet économique pluriel sur cette friche et éventuellement y intervenir avec notre foncière pour permettre au projet de se faire. Et donc, c'est dans le cadre d'une étude, donc d'une prestation d'études, qu'on est venu travailler avec l'épicerie associative locale pour étudier ses besoins et sa future installation dans le rez-de-chaussée, identifier aussi un projet de restauration pour se développer dans le rez-de-chaussée et dans les étages, ouvrir un projet plutôt de bureau, tiers-lieu, coworking. Donc ici, on vient répondre par plutôt un accompagnement en prestation sur le montage d'un projet collectif et ensuite notre intervention en tant que foncière une fois que le projet est monté. On a deux questions, Thibaut, auxquelles je pense que tu as répondu, mais je te les lis quand même si jamais tu souhaites ajouter quelque chose. La collectivité peut-elle solliciter Village Vivant en l'absence de porteurs de projet identifiés pour un appel à projet, par exemple, conforme aux exigences de financement de Village Vivant? Et un partenariat est-il possible si la collectivité est déjà propriétaire d'un bâtiment? Oui, du coup, je pense que ces deux projets répondent à ces questions. Dans le sens où justement un appel à projet partenarial, ça nous intéresse. Si voilà, donc ce qui vous reste à faire, c'est nous présenter le bien immobilier pour lequel vous souhaitez mener ce projet. Donc de nouveau, je renvoie à la fiche bien immobilier qu'on pourra vous faire part après la visio. La nature de l'appel à projet, c'est-à-dire que c'est à vous aussi de rédiger ce que vous souhaitez. On pourra participer à cette réflexion-là pour vérifier que ça correspond aussi au projet qu'on souhaite installer. Ensuite, dans ce type d'intervention, on va être co-décideur dans le choix du projet installé. Et on va vous encourager aussi à travailler avec nos partenaires. Je mentionnais le GRAP, si c'est une activité d'alimentation. On en a d'autres, parce que eux, c'est des acteurs qui sont vraiment auprès des porteurs de projets. On travaille avec les incubateurs, par exemple. Des incubateurs qui accompagnent des personnes de l'idée à la création d'entreprises. Ronalpia, Alter Incube, Coco Shaker, selon vos territoires, sont des incubateurs. Donc si on travaille sur une dynamique d'appel à projet, être au plus près aussi de ceux qui accompagnent les créateurs pour diffuser cette offre. Donc ça, c'est une possibilité. Mais de nouveau, comme je le précisais, comme le classique de notre foncière, c'est d'être déjà avec des projets matures. Et vu notre équipe, on va vous demander du coup de travailler vraiment main dans la main et que vous outillez et appuyez cette partie recherche de projet. Ou si c'est un bien d'une collectivité, en effet, on peut aussi se porter acquéreur. C'est le cas de cette ancienne école publique dans la Drôme, puisqu'en fait, a priori, nous, on n'intervient plus sur des biens privés,
mais des biens publics peuvent aussi représenter un blocage, puisque la collectivité n'a pas forcément les fonds pour le réhabiliter seul, etc. Donc dans ces cas-là, il y a des engagements qui sont pris à la cession du bien public à Village Vivant. Dans le cas de cette collectivité-là, elle va par exemple prendre des parts dans la SIC pour participer de la gouvernance. C'est intéressant pour elle, comme ça à terme, même si elle n'est plus propriétaire de l'école, elle sera sociétaire de Village Vivant propriétaire de l'école, et donc elle aura encore un mot à dire sur ce qui s'y passe. Et voilà, c'est une forme d'engagement aussi entre nous pour garder à terme un intérêt général dans ce qui se fera dans ce bâtiment, même s'il est cédé à Village Vivant. Je continue sur la liste. Ouais. Alors, pourriez-vous détailler le modèle économique du portage? Combien d'années? Calcul du montant du loyer progressif, prix de revente? Et on a également, intervenez-vous sur les bâtiments à réhabiliter ou bien uniquement sur le portage sans travaux? Ça, je pense que tu y as déjà répondu, mais peut-être besoin de repréciser. Ok, est-ce que tu as d'autres questions? Comme ça, comme je vois que l'heure tourne, je les prends Oui. en global. Si jamais certaines personnes doivent m'écouter. Oui, il y a une question sur, on a évoqué l'accompagnement, est-ce que c'est gratuit ou payant? Et on a aussi une question, est-ce que vous pouvez intervenir en partenariat avec l'association Terre de Liens pour acheter un bâtiment proche de terres agricoles? C'est tout ce que j'ai noté comme question, à part une question pratique aussi. Est-ce que les personnes participant à la visio vont pouvoir disposer du PowerPoint à la fin? Voilà. Des questions plus faciles, plus rapides à répondre que d'autres. C'est tout ce que j'ai noté pour l'instant. Merci. Je vais répondre rapidement pour voilà, si jamais certains doivent nous quitter, et peut-être qu'ensuite vous pourrez, si vous souhaitez intervenir, ouvrir vos micros pour poser vos questions en direct. J'espère que c'était clair en tout cas et complet. Et puis on reste à disposition par la suite. On vous enverra bien le PowerPoint et les fiches d'instruction que je mentionnais. Et je vous remercierai aussi d'être patient si jamais on tarde à répondre à vos demandes, ou si on doit étaler ça aussi sur les semaines et mois à venir, puisque vous l'aurez compris, on est une équipe quand même relativement restreinte. Et du coup, on a du pain sur la planche, mais on essaiera en tout cas de répondre à l'ensemble de vos demandes. Et on est d'avance heureux de travailler avec vous s'il en est. Pour vous répondre, donc, intervenir avec Terre de Liens avec plaisir. Il y a déjà eu des porteurs de projets qui nous ont sollicité sur ce type de projet. Ça ne s'est pas fait. Reste voilà, à voir les modalités, le pourquoi. Ce qui est clair, c'est que Terre de Liens, dans son instruction, va privilégier des bâtiments exclusivement à usage agricole. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets qui viennent nous chercher, parce qu'ils sont plutôt sur de l'agritourisme ou un projet de magasin de producteurs. Donc on est sur de la distribution, de la transformation autour de l'agricole. Et donc on est sur de l'économique non agricole à proprement parler. Et ça va être dans le champ d'intervention de Village Vivant. Donc pourquoi pas. On est très ouvert à ça. L'accompagnement, vous l'aurez compris, donc nous, notre modèle économique en tant que foncière, c'est à terme les loyers que vont nous verser des porteurs de projets. Donc on ne fait pas payer l'accompagnement en termes d'ingénierie avant l'intervention foncière. C'est du temps de travail qui va être rémunéré par la suite quand le projet est installé dans les loyers. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on prend les demandes de porteurs ou de collectivités au fil de l'eau. C'est aussi pour ça qu'on demande pas mal de documents d'instruction pour travailler que sur des projets qui ont une chance d'aboutir, et que sur un projet qui est vraiment en stade amont, soit on va vous demander de le travailler, soit on va vous demander du coup de financer une étude pour son accompagnement, puisque du coup on n'est pas sûr que le projet aboutisse, et donc à terme d'avoir des loyers. Et là on rentre donc dans la logique de prestation pour laquelle, comme un bureau d'études ou une autre activité, structure d'accompagnement, du coup on vous propose un devis, un cahier des charges sur un certain nombre de jours. Je disais 15 jours par exemple pour le projet du PETR Sud-Lozère. On est de l'ordre de 600 à 800 euros jour, ça dépend des territoires et des commandes. Donc pour ces accompagnements-là, la plupart du temps, les collectivités avec lesquelles on travaille les font financer, que ce soit dans le cadre d'un programme comme Petite Ville de demain, où elles ont un cofinancement 50% Caisse des dépôts, que ce soit via l'accord cadre d'aide au territoire de la NCT, où il y a un financement jusqu'à 80% des missions,
ou 100%, que ce soit du leader. Enfin, il y a souvent des programmes et aides disponibles pour ces prestations d'accompagnement. Est-ce qu'on va porter une opération sans faire de travaux? Oui. D'ailleurs, ça peut nous arranger. C'est-à-dire que si on achète un local pour lequel il n'y a quasiment rien à faire, et bah, ça nous coûte moins cher et derrière, ça fait des loyers aussi moins importants pour le porteur de projet. Donc, je disais, nous, on intervient si blocage immobilier, c'est-à-dire si le porteur ne peut pas se débrouiller seul. Et parfois, il ne peut pas se débrouiller seul parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire, mais parfois, il ne peut juste pas investir seul dans un achat, ou simplement, il ne souhaite pas être tout de suite ou ne souhaite pas être propriétaire des locaux dans lesquels il fait son activité. Et donc, ça peut être un autre motif qui fait qu'on intervient, même s'il n'y a pas de travaux. Et donc, j'en viens au modèle économique de nos opérations. Je parlais de la revente, ça fait partie en effet des questions sur ce modèle économique. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je dirais que il faudrait qu'on travaille sur un projet ensemble en instruction, ou vous participiez à un temps de formation si vous voulez vraiment rentrer dans les détails. Mais en gros, donc nous, ce qu'on peut dire sur le modèle économique, c'est que donc on a un coût d'opération global qui va représenter le montant d'achat, le montant des travaux, les frais. Donc on a le notaire, assurance bancaire, assurance emprunt, voilà, tous les frais relatifs à une opération immobilière, et nos coûts d'ingénierie. Nos coûts d'ingénierie, ils vont représenter, je dirais, 7 à 8% du total de notre coût d'opération, pour vous donner un ordre de grandeur. Ça, c'est tout le temps de travail passé en amont à monter le dossier ensemble, visiter, accompagner le porteur de projet. On fait aussi de l'accompagnement voilà, à structurer et créer son activité. Et puis, il y a de l'accompagnement aussi après l'installation. Donc, tout ça va nous donner un montant d'opération sur lequel on va travailler sur un modèle plutôt long, généralement 30 ans, incluant aussi les travaux d'entretien au fil de l'eau, et pour que du coup nos loyers nous permettent de financer l'argent qu'on lève et qu'on soit équilibré sur le temps long. Donc c'est aussi la différence qu'on peut avoir avec des acteurs de la promotion classique. C'est ce temps long, c'est cet enjeu qui est plutôt l'équilibre que la forte rentabilité, et sur lequel, si on prend nos rendements, on est plutôt de l'ordre de 4, 5, 6% maximum sur nos opérations de taux de rendement. Donc quand on compare nos loyers annuels à notre coût d'opération, ce qui est plutôt bien inférieur à ce que va chercher à faire un investisseur classique. Et surtout, ce que ça montre, c'est que nous, notre niveau de loyer, il va vraiment pas être calculé en fonction de notre taux de rendement. C'est pas la réflexion classique voilà, d'un investisseur. Notre niveau de loyer, il va dépendre de l'ensemble de nos coûts, comme ce que je précisais, et du travail avec le porteur de projet sur le loyer maximum qu'il est prêt à supporter dans son projet, dans sa construction prévisionnelle économique, pour faire en sorte que les deux coïncident. Et donc potentiellement, on va faire moins de travaux, on va lever de l'argent différemment. Enfin, on va essayer d'adapter ça aussi. Ou parfois, on est obligé de renoncer à des projets parce que voilà, on ne peut pas faire rentrer des carrés dans des ronds. Voilà sur en gros notre modèle. Ce modèle, il inclut une réflexion sur la revente. C'était votre question aussi. L'idée de notre foncière, c'est que la majeure partie des biens soient à terme revendus, soit au porteur de projet lui-même, puisqu'il peut souhaiter à terme être propriétaire, dans un cadre qu'on va souhaiter protéger quand même pour éviter la spéculation, et parce que je l'expliquais, voilà, comme on lève des fonds solidaires, l'idée c'est pas qu'ensuite le bien soit un objet de spéculation. Et l'idée, c'est aussi que les loyers payés par les porteurs de projets en amont puissent être en partie déduits du prix de revente du bien. Donc ça, on l'a pas encore expérimenté puisqu'on est relativement récent. Tous les biens qu'on a achetés, on les a encore en patrimoine, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille avec nos avocats pour anticiper la revente et pouvoir dire dès aujourd'hui à nos porteurs de projets, votre prix de rachat, il sera de cet ordre de grandeur-là. Voilà, donc avec une déduction des loyers moins nos coûts de gestion locative, etc. Enfin, nos coûts de fonctionnement mois par mois. On réfléchit aussi à la manière de la foncière Terre de Liens, qui a aussi une fondation et qui donc peut, voilà, à différentes structures, à avoir nous-mêmes un fonds de dotation qui puisse nous permettre de revendre les biens de notre foncière au fonds de dotation pour libérer aussi de la capacité d'investissement et conserver des biens dans le temps.
Voilà sur notre modèle économique. Après, si vous vouliez préciser ou demander d'autres choses. Je me permets juste, bonjour, je me permets juste de poser la suite de ma question, Natacha Villafane des DTM 34. Savoir si vous intervenez du coup aussi sur des biens très dégradés, puisqu'on voit, nous, dans les roues, des foncières qui interviennent sur des bâtiments qui sont très dégradés, qui se retrouvent avec des montants de travaux très élevés, ils n'arrivent plus à équilibrer, enfin, c'est même pas de l'équilibre, c'est qu'ils ont un déficit d'opérations très élevé. Et aujourd'hui, se pose la question de comment finaliser ces opérations qui sont problématiques d'un point de vue financier. On n'est malheureusement pas doté de la baguette magique voilà, qui pourrait solutionner des opérations infaisables, un peu comme vous le mentionnez, enfin infaisables dans le sens où on est face à des équilibrages très compliqués du fait des niveaux de réhabilitation. Donc là, a priori, si d'autres opérateurs ont eu énormément de difficultés à sortir ces opérations, en ayant un fonctionnement assez similaire au nôtre, c'est-à-dire sans chercher une rentabilité absolue, voire si c'est des opérateurs publics qui sont dans une logique de subvention avec des collectivités derrière qui vont financer des déficits d'opérations, ce qui n'est pas notre cas. Nous, a priori, on doit être à l'équilibre, donc on va être potentiellement moins intéressant qu'une opération réalisée en régie par une collectivité ou par une société publique locale ou une société d'économie mixte qui sera beaucoup subventionnée. Donc après, nous, on a sollicité récemment des subventions, ce qui est nouveau dans notre modèle économique. On a sollicité notamment le fonds de restructuration des locaux d'activité de l'ANCT, qui vient justement financer un déficit d'opération et nous aider sur des opérations tendues où il y a beaucoup de réhabilitation et un porteur de projet économie sociale et solidaire avec des capacités limitées de loyer à rendre l'opération possible. Donc, je dirais que dans une opération particulièrement complexe, avec beaucoup de réhabilitation, la condition de notre intervention, ça va être ça. Ça va être trouver d'une manière ou d'une autre un fonds en subvention, qui soit national ou local, ou alors fonctionner avec une structure, un établissement public foncier par exemple, qui va jouer ce rôle de portage et d'assainissement du bien. On a des scénarios d'intervention dans lesquels un établissement comme Epora par exemple serait sollicité pour racheter, désamianter, dépolluer, peut-être faire certains travaux préalables pour ensuite nous revendre et que ce soit Village Vivant qui soit opérateur et propriétaire par la suite. Ça pourrait s'imaginer, mais il faut qu'à un moment donné soit financé justement la partie lourde de la réhabilitation. Et nous, notre problématique, c'est que si on la finance seule, ça se répercute sur les loyers et du coup, il faut un porteur de projet qui puisse financer ces loyers. J'ai d'autres questions sinon qui ont été ajoutées entre-temps, sauf si les personnes veulent prendre la parole directement. Donc, j'y vais. Peut-on identifier votre accompagnement comme une forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage? Oui. Voilà. Il y a beaucoup de références et un engouement pour les tiers-lieux. Cela n'est pas une condition du projet? Non. Non, mais pour rebondir là-dessus, en effet, beaucoup d'engouement. On nous sollicite beaucoup et on répond avec plaisir sur de l'accompagnement au montage de tiers-lieux de la part de collectivités, puisque c'est souvent les collectivités qui nous sollicitent pour un accompagnement, parfois aussi des porteurs de projets eux-mêmes. Et on le fait, mais toujours avec cette prudence. Et justement, le gros de notre travail, souvent, auprès de la collectivité consiste à travailler sur sa posture dans le projet, puisque l'essence un peu de ces tiers-lieux, c'est pas seulement la multi-activité, pas seulement donc, de réinvestir des bâtiments un peu emblématiques, vacants, mais c'est de s'appuyer sur une communauté de projets et sur une communauté de ces usagers futurs et ces usagers voilà, qui créent ensemble le projet. Donc, on n'est pas sur une logique d'équipement et parfois, on est fait face à des collectivités qui veulent créer leur tiers-lieu comme elles créeraient une école de musique, une bibliothèque, une piscine. Et non, on n'est pas sur un équipement public classique. Donc, la collectivité peut être animatrice de la réflexion, peut faciliter les choses en proposant un bien,
en mettant en lien les acteurs, mais elle doit aussi être prête à lâcher un peu la main au moment où les acteurs se saisissent du projet pour une vraie co-construction et pour prendre une place au sein d'une association ou une coopérative, par exemple, dans l'avenir de la gouvernance. Voilà, c'est un vrai sujet dans nos accompagnements sur les tiers-lieux. Et fort heureusement, on ne demande pas à ce que tous nos projets s'étiquettent tiers-lieux, parce qu'aujourd'hui, on a aussi cette tendance-là, c'est que tout est tiers-lieu. À partir du moment où on n'est plus réactif ou sur un projet collectif, c'est une notion intéressante, mais ce n'est pas la panacée. Mais en tout cas, c'est une notion dans laquelle on se reconnaît fortement, comme je le disais, par la dimension collective, projet commun, projet pluriactivité et montage aussi souvent complexe. Je reprends les dernières questions. Peut-être qu'il faudra préciser, parce que je ne sais pas à quel moment elle a été posée. C'est donc vous qui recherchez les partenaires, mais du coup, il faudrait que la personne reprécise, parce que j'ai plus le contexte. Si la personne est toujours là. Alors, peut-être que vous parliez des appels à projets dans lesquels j'ai mentionné différents partenaires avec qui on travaille. Donc, je dirais oui et non. En fait, nous, on a des partenaires dans notre réseau et on cherche. Je pense que ce réseau, c'est une grande force pour les projets. Maintenant, dans toute dynamique partenariale, c'est à chacun aussi de faire sa part et la plupart du temps, la collectivité mobilise aussi ses réseaux localement et mobilise ses partenaires. Donc, c'est tout autant à Village Vivant qu'à la collectivité ou à l'entrepreneur avec laquelle on travaille de mobiliser ses partenaires. Du coup, on a encore des questions. Donc, lorsque l'étude prestation accompagnement est réalisée, nous pouvons compléter le dossier d'instruction. Pas de contact avec vous pendant cette étude. Et il y a encore 2 ou 3 autres questions après, Thibaut. Alors, tu peux la répéter parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui. Donc, lorsque l'étude prestation accompagnement est réalisée, nous pouvons compléter le dossier d'instruction. Il n'y a pas de contact avec vous pendant cette étude, point d'interrogation. Alors, peut-être que la personne voudra préciser, mais ce que j'en comprends, c'est une demande de précision sur notre instruction par la foncière et les prestations d'accompagnement. Ce que j'expliquais, c'est que si c'est un porteur de projet qui nous sollicite ou une collectivité qui a identifié un porteur de projet, c'est notre parcours classique que je représente ici. Donc, il assiste à une visioconférence collective. Si ça lui correspond et qu'il a bien tout compris, il nous transmet une demande via des fiches d'instruction. On prend un rendez-vous individualisé. On instruit son dossier, on étudie son dossier. Il est éventuellement validé à la fin, etc. Ça, c'est un projet, c'est une instruction donc, qui ne coûte rien, puisqu'on est dans le cadre de l'instruction de la foncière, et pour laquelle, en effet, on va identifier qui sont les partenaires de notre projet, dont la collectivité. Donc souvent, dès le début de son projet, on va lui demander est-ce que vous êtes en contact avec votre collectivité, qui vous suit, et on pourra vous solliciter et vous tenir au courant, bien sûr, au cours de l'instruction. Et ça dépend beaucoup du niveau d'implication de la collectivité. Si le projet il émane de vous, que c'est vous qui nous amenez un porteur de projet, vous allez être forcément bien plus associé que quand c'est un porteur de projet qui débarque. Et parfois, il n'a même pas téléphoné à la mairie ou à l'interco sur laquelle il s'installe. Et nous, on pousse aussi à faire ça. On pourra même vous proposer d'assister à un comité d'engagement, par exemple, donc de participer à la décision sur son installation, de venir présenter et défendre le dossier. Ce que j'ai expliqué, c'est que si on est face à un projet qui est insuffisamment mûr ou particulièrement complexe, ça peut susciter une prestation d'études en amont, donc sous forme d'accompagnement, d'AMO, d'études de programmation et de montage du projet. Et donc là, on est sur une prestation d'études. Souvent, elle est commanditée par la collectivité dans ce cas-là, donc vous êtes forcément associé de près. Et l'issue de l'étude va être de dire est-ce que le projet est faisable ou non, et est-ce que c'est via la foncière Village Vivant qui va se faire. Et voilà, et dans ce cas-là, on repart dans un dispositif d'instruction classique. Est-ce que ça répond bien à votre question ou sinon je vous laisse prendre la parole? Oui. Bonjour, vous m'entendez? Je vous entends. Vous m'entendez? Oui, on vous entend.
Ah, oui, c'était moi qui avais posé la question sur l'étude. En fait, la mairie souhaite acquérir une friche, une ancienne usine d'embouteillage, et elle souhaite faire installer, enfin, accompagner l'installation d'une boutique paysanne et d'une biocoop, et plus un tiers-lieu économique, plus des logements. Donc, comme on n'a pas encore le détail, je dirais, euh, de technique de ce qu'on peut faire, comment, etc., on commandite une étude déjà de faisabilité là-dessus. Et ma question était, est-ce que le contact pris avec vous pour voir si ça peut rentrer dans votre prestation au-delà de cette étude, est-ce que le contact il est pris par notre prestataire dès aujourd'hui, enfin, dès que l'étude est lancée, ou est-ce qu'il faut attendre la fin de l'étude et voir la maturité, ce qu'on peut faire, etc. Parce que j'étais assez claire. Oui, oui, bah, il peut prendre contact dès maintenant. Après, en fait, si la sollicitation elle est auprès de notre foncière, c'est-à-dire que ce qui vous intéresse à terme, c'est que notre foncière porte une partie de l'opération ou toute l'opération, mais ça me paraît être une grosse opération. Oui, On peut aussi être partenaire, je ne l'ai pas dit, mais il y a des opérations sur lesquelles on investit soit sur une partie du bâtiment, soit au sein d'une sur SCI une partie. Mm. pour compléter un plan financier. Dans ces cas-là, il faut plutôt attendre que le projet soit mûr avec tous voilà, les détails, les preneurs, etc., pour nous le soumettre. Ça ne vous empêche pas de prendre quand même contact avant. Si c'est pour qu'on participe de cette étude d'une manière ou d'une autre, d'être co-traitant avec quelqu'un, avec un bureau d'études archi, par exemple, ce genre de choses, à ce moment-là, en effet, vous avez intérêt à nous contacter au plus tôt. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors, j'ai 2 dernières questions, pour l'instant en tout cas. Peut-on avoir le programme de formation, s'il vous plaît, intéressé pour du portage d'opérations mixtes logement-commerce? Je te donne la deuxième en même temps. En moyenne, pour un projet mature, quel délai pour l'instruction de la demande, l'acquisition et le démarrage des travaux? Le programme de formation, vous le trouverez sur notre site. J'ai mis le lien direct sur les slides que vous allez recevoir. Peut-être que si tu le retrouves, Florie, tu peux le mettre dans la Je vais conversation. le mettre dans le chat. Ouais, voilà, il y a un lien direct, en tout cas sur notre site. Je pense que c'est trouvable assez vite. Et merci de votre intérêt. Sur la deuxième question qui est sur nos délais, donc je disais tout à l'heure, le projet le plus rapide qu'on ait pu mener, c'est la recyclerie Pétassou, 6 mois. 6 mois parce que donc on est allé voir ce projet dans le cadre d'une prestation pour le pays, le PETR Sud-Lozère. On les a rencontrés, ils travaillaient déjà depuis plusieurs années sur leur projet de déménagement. Ils avaient identifié des biens et juste ils étaient au blocage de l'association ne peut pas seule investir pour racheter et s'installer. Donc on est sur un projet très mature, déjà créé. Il nous reste à nous instruire la demande, visiter, échanger avec les propriétaires, signer un compromis, attendre les délais de notaire, signer une vente et quasiment pas de travaux pour démarrer. Voilà, 6 mois, notamment le délai entre le compromis et la vente aussi qui est assez incompressible. Sinon, on est plutôt de l'ordre d'un an. 9 mois, un an, vous dites démarrage travaux, donc oui, c'est plutôt ça, parce qu'après, jusqu'au délai d'installation qui dépend beaucoup des travaux à mener. Est-ce que vous auriez encore des questions dans l'audience avant qu'on se quitte pour aller déjeuner? Et merci pour vos commentaires dans la conversation que je découvre, y compris du coup de personnes venues de loin. Donc, je vois une question de Valentin Coll. Donc, je crois que j'y ai répondu tout à l'heure, mais oui, en termes d'intervention foncière, on peut intervenir sur du bâti communal, du bâti public. C'est le cas de l'exemple de l'école publique de la commune de Oust-sur-Scie dans la Drôme.
où c'est un bâtiment communal vide depuis plusieurs dizaines d'années, faute justement de trouver le modèle économique, les fonds pour la rénover. Et puis sur un projet de nature économique que la collectivité ne se voyait pas porter seule, puisqu'on n'est pas forcément dans ses compétences. Donc, elle nous a sollicité pour étudier le rachat. Donc, ça peut être voilà, le cas sur un bâtiment public. Et évidemment, sur une étude aussi, sur un accompagnement, ça peut être sur un bâtiment public qu'on aide une réflexion. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention et de vos retours aussi dans la conversation. Et du coup, de nouveau, on se tiendra disponible pour répondre à vos demandes dans les prochaines semaines, les prochains mois, si c'est des choses qui vous intéressent. En tout cas, j'espère que ça vous permet de mûrir aussi vos réflexions sur les différents outils. Et puis, de nouveau, on essaiera de faire au plus réactif, mais vous comprendrez qu'on travaille au fil des demandes aussi. Donc, d'avance, désolé s'il y a un petit peu de délai à nos réponses. Pour le Gers, donc on est en effet dans un département, puisque vous nous posez la question, loin de nos implantations, que ce soit à Cré dans la Drôme ou à Clermont-Ferrand cette année. Donc, a priori, difficile pour nous d'intervenir, mais comme je le présentais, si voilà, il y a un projet particulier, très mature, sur lequel vous pouvez être moteur localement et que vous voulez nous le présenter, vous pouvez quand même toujours nous envoyer des fiches d'instruction, nous solliciter et on essaiera de vous répondre. Et après, si c'est pour un accompagnement de type formation, sensibilisation ponctuelle, on peut aussi imaginer de se déplacer sur votre territoire. Donc normalement, vous aviez tous rempli un formulaire d'inscription en donnant vos emails. Donc vous recevrez la présentation et les fiches par voie de mail. Si jamais vous n'aviez pas rempli ce formulaire, vous pouvez laisser votre email dans le chat avant de nous quitter.